Donc, bonjour, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui à nos conférences mensuelles. En fait, le réseau a des conférences à chaque mois, euh, des conférences qui adressent des problématiques de recherche. Et donc, cette semaine, on a la chance d'avoir Joanne Hébert et Alain Legault comme conférenciers et conférencières qui vont nous parler des besoins de formation professionnelle des professionnels de la santé, en fait, travaillant au domicile et en CHSLD. Donc voilà, sans plus tarder, je leur laisse la parole. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, c'est Alain Legault qui va prendre la parole en premier. Ma collègue Joanne va faire la deuxième partie de la présentation. Donc, nous sommes heureux d'être là pour vous présenter des résultats préliminaires. Vous comprendrez en cours de route pourquoi nous sommes rendus à l'étape des résultats préliminaires alors que nous aimerions être rendus beaucoup plus loin, mais il y a eu quelques petits obstacles durant le déroulement du projet. Donc, Joanne, quand je fais ça, c'est pour changer de diapo. Bravo! Donc, nous n'avons pas de conflit d'intérêt à déclarer. Présente brièvement l'équipe de recherche avec qui on a développé le projet. Marie-Ève Boutillier, Gina Bravo, que j'ai vu qui est dans la salle virtuelle présentement, José Chénard, Diane Gay et Morgane Gabet, qui était notre professionnelle de recherche et qui était essentielle au développement de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, comme introduction, je vous ramènerai au plan de développement 2015-2020 en soins palliatifs et de fin de vie. Dans ce plan de développement, on insistait, parmi tant de choses, sur l'importance d'améliorer les compétences des intervenants, de l'équipe interprofessionnelle. OK, merci. Ça me fait plaisir. L'équipe interprofessionnelle en soins palliatifs. Et on insistait, entre autres, sur ne pas seulement développer la formation initiale, mais aussi développer la formation continue. Et nous, c'est ce qui nous a intéressés, étant donné que on s'est rendu compte que c'est un domaine qui était moins exploré, moins connu, en tout cas au Québec, et qu'il y avait peut-être besoin qu'on développe des outils pour mieux connaître ces besoins de formation. Alors, on a présenté un projet pilote qui était financé par le réseau. Notre projet avait deux buts ou un but double, c'est comme vous voulez. Un but en lien avec la recherche, c'est-à-dire on voulait développer un outil, une méthodologie pour connaître les besoins de formation continue qui nous permettra, dans un deuxième temps, de faire un projet de recherche de plus grande envergure pour connaître les besoins de formation continue en soins palliatifs dans l'ensemble du Québec, disons, ou en tout cas du moins dans un échantillon représentatif de l'ensemble du Québec. Mais ces outils-là qu'on développe, on voulait aussi qu'ils soient, qui permettent aux établissements, aux CIS et aux CIUS, de s'en servir pour mettre à jour les besoins de formation de leurs intervenants. Alors, ça pourrait être pour l'ensemble du CIUS ou du CIS, ça pourrait être aussi pour un secteur particulier comme les CHSLD ou les soins à domicile, les soins palliatifs à domicile. Donc, un but scientifique et un but pour contribuer à ce que les milieux soient outillés pour mieux connaître les besoins de formation. Alors, de ce but a découlé des objectifs d'études, évidemment. Le premier, on voulait adapter l'inventaire des besoins prioritaires de formation des intervenants du Nunavik, donc un outil qui avait été développé par Serge Dumont et ses collègues en 2016 pour ce milieu bien particulier du Nunavik. Alors, on voulait partir de ça et l'adapter, le transformer pour qu'il puisse être utilisé dans un contexte plus large, l'ensemble des soins palliatifs un peu n'importe où au Québec, dans différents milieux et secteurs. Une fois qu'on aurait développé, adapté cet outil-là, on voulait le pré-tester auprès d'un CIS et d'un CIUS et, sur la base de ce pré-test, essayer de découvrir les forces et les limites, entre autres des différentes stratégies de recrutement, des professionnels qui vont être invités à le compléter, pour justement vous fournir un outil
assez complet à valider à ce niveau-là pour les deux autres buts qu'on a poursuivis tantôt. Là, on s'est mis à... On a eu l'argent, on a commencé à travailler. Et là, on s'est dit, ça nous prendrait un cadre de référence par rapport à l'évaluation des besoins de formation en formation continue. Alors, on s'est mis à chercher et on a mis la main sur la référence que vous voyez en bas, le cadre de référence sur l'analyse des besoins de formation, volet formation continue, une publication de l'INSPQ en 2008. Alors, on a lu ce document avec beaucoup d'intérêt et on a vu, entre autres, qu'il y a différents niveaux d'analyse qui peuvent nous permettre de déterminer des besoins de formation. On a vu qu'il y a différentes façons, différentes clientèles, différents angles qui peuvent être utilisés. Alors, on a finalement retenu un modèle avec 3 niveaux d'analyse. L'analyse des besoins de formation ressentis par les intervenants, ce qui est souvent ce qu'on retrouve un peu partout. On demande aux gens de quoi vous avez besoin comme formation. L'autre niveau, qui s'appelle l'analyse du travail, c'est de voir, mais concrètement, qu'est-ce qui est demandé en termes de compétences, en termes de tâches, aux gens qui, dans un milieu précis, assurent les soins palliatifs. L'analyse du travail permet de voir, c'est quoi les éléments importants sur lesquels il faudrait axer la formation. Et l'analyse du milieu de travail, qui est encore plus macro, si on veut, qui permet de voir si le milieu, ses contraintes et tout ça favorise ou crée des besoins particuliers ou des contextes particuliers pour la formation. Alors, une fois qu'on a eu adapté ce cadre de référence, là, on a revisé nos buts. Parce que là, il ne s'agissait pas juste de mettre au point un outil, mais des outils. Alors, ça a changé la formulation du premier but scientifique, mettre au point des outils, un outil pour chacun des niveaux au moins, et une méthodologie pour utiliser les 3 niveaux d'analyse et faire quelque chose de commun avec ces 3 niveaux d'analyse. Et donc, rendre accessible aux CIUS et aux CIS les outils et la méthodologie pour mettre à jour leurs besoins de formation. Au niveau des objectifs, eh bien, le premier est resté le même, mais on a précisé que c'était pour le premier niveau d'analyse. On a rajouté un objectif qui est adapté ou développé, parce qu'à l'époque, on ne savait pas si on trouverait ou s'il faudrait inventer des outils et des méthodologies pour permettre la couverture des 2 autres niveaux d'analyse. Et on devait, après ça, prétester ce qu'on a décidé d'appeler la trousse d'évaluation des besoins de formation, c'est-à-dire les 3 outils pour analyser les 3 niveaux et la méthode qui permet de mettre ces 3 résultats-là ensemble pour avoir un portrait des besoins de formation, puis explorer les forces et les limites, bien évidemment, de l'utilisation de la trousse d'évaluation des besoins. Aujourd'hui, on va vous parler juste du premier niveau, premier niveau d'évaluation, c'est-à-dire les besoins ressentis par les intervenants. Alors, on avait décidé de partir de ce que Dumont et ses collaborateurs avaient fait en 2016, l'inventaire des besoins prioritaires de formation. Alors, eux avaient fonctionné avec des thématiques. Ils avaient identifié 8 thématiques. Et quand on les regarde, on voit que c'est des thématiques assez courantes quand on s'intéresse aux soins palliatifs, la gestion des symptômes, l'éthique, l'accompagnement psychosocial et spirituel. Et pour chacune de ces thématiques, ils avaient un certain nombre d'énoncés. Alors, l'instrument se présentait sous la forme d'un document où les gens devaient se prononcer sur chacun des énoncés en lien avec la thématique. Et ça faisait donc 87 énoncés sur lesquels se prononcer pour quelqu'un qui voulait remplir cet inventaire. Dans notre recension des écrits qu'on a fait à ce moment-là aussi, on a été voir des modèles d'outils pour évaluer les besoins de formation en soins palliatifs, mais aussi dans des domaines connexes. Une des constatations qui ressortait de notre recension des écrits, c'est qu'une bonne pratique, si on veut, c'était d'avoir des outils qui contenaient peu d'énoncés.
Alors, 87, c'était, selon les bonnes pratiques, beaucoup trop long à compléter pour que ça soit bien utilisé par les intervenants. Alors, on a gardé ça en tête. On a été voir un autre outil à notre disposition, le plan directeur de développement des compétences des intervenants en soins palliatifs que le ministère de la Santé et des Services sociaux avait publié en 2008. Bon, ici, on parlait de compétences, on identifiait des domaines de compétences. Quand on regarde les énoncés, là, si vous avez une bonne mémoire, là, ce qu'on a vu à la diapo précédente et ce qu'on voit ici, on retrouve un peu les mêmes thématiques, mais ici, c'est appelé des domaines de compétences. Douleurs, symptômes, besoins psychosociaux, communication, etc. Donc, là aussi, là, je ne vous ai pas indiqué le nombre d'énoncés parce que ce plan directeur voulait être utilisable ou voulait couvrir l'ensemble des professions, mais d'une façon, c'est-à-dire séparée. C'est-à-dire qu'il y avait pour douleurs et symptômes un ensemble d'éléments de compétences pour les médecins, un autre pour les infirmières, un autre pour les travailleurs sociaux, un autre pour les intervenants en soins spirituels, ce qui fait qu'il y avait 10 domaines de compétences et plusieurs versions d'énoncés pour les différentes professions, ce qui rendait la tâche de créer un outil à partir de ça assez compliquée. Mais il n'y avait pas juste ça, il y avait aussi la conception de compétences qui était derrière cet outil. Alors là, j'ai pas le temps de vous faire un long exposé sur qu'est-ce que c'est qu'une compétence et les différentes conceptions qui existent, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que en gros, quand on parle de formation par compétence, il y a deux grandes écoles qui sont présentes et qui s'opposent, ou en tout cas sont pas du même avis sur ce que c'est qu'une compétence. Dans le document du ministère, l'idée de compétence se rapproche plus de ce qu'on pourrait appeler des savoir-faire. Alors, c'est très précis, ça détaille des choses que les gens doivent faire, mais qui sont vraiment très précises. Alors que en sciences infirmières à l'Université de Montréal, donc Émilie Allard et moi-même dans l'équipe, on avait l'habitude de travailler avec l'autre conception de la compétence qui dit ça prend peu de compétences et ces compétences-là doivent être à un niveau beaucoup plus global, ce qu'on appelle le savoir agir, qui permet, avec une compétence, de couvrir plusieurs situations de soins différentes. Alors, on s'est orienté vers cette conception de la compétence et on avait, Émilie et moi, déjà développé des référentiels en soins palliatifs pour des projets antérieurs. Alors, on est parti de ce qu'on avait déjà développé. On a regardé ce que le document du ministère proposait, ce que le document de Serge Dumont proposait. On a été voir des référentiels proposés par l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières, par l'Ontario aux États-Unis. Donc, on a fait un tour d'horizon et on a essayé de dégager les compétences qui nous semblaient les plus porteuses d'avenir, si on veut, ou les plus pertinentes, ce serait mieux, pour essayer de construire notre référentiel de compétences. Alors là, je vous passe tous les détails, les va-et-vient. On a envoyé des versions à notre équipe de recherche qui l'a commenté. Bon, à la fin, notre référentiel de compétences, il y a 4 compétences. Alors, je vous le présente, mais on va le revoir plus en détail dans la deuxième partie de la présentation. La première compétence se formule, comme vous êtes capable de lire, contribuer selon son champ de pratique professionnelle au confort et à la qualité de vie de la personne, de sa famille et de ses proches. Alors, je vais commencer par la fin. De sa famille et de ses proches. Alors, il y a eu une assez bonne discussion. Il y a ceux qui voulaient qu'on parle juste de la famille, d'autres qui disaient, oui, mais parfois, c'est pas la famille au sens strict, c'est aussi des proches, des amis, des voisins et tout. Alors, on a balancé entre famille tout seul, proche tout seul, et on a fait un compromis de comité, c'est-à-dire de sa famille et de ses proches. Donc, partout, c'est comme ça qu'on a formulé quand on voulait parler de la famille.
Alors ici, c'est quoi la compétence? C'est contribuer au confort et à la qualité de vie de la personne et de sa famille. Donc, dans confort et qualité de vie, on peut faire entrer facilement tout ce qui concerne la douleur physique et tous les autres symptômes qu'on a en fin de vie, la dyspnée, la constipation, etc., etc. Donc, il s'agit de faire en sorte que la fin de vie soit la plus confortable possible et même plus que confortable, qu'il puisse y avoir de la vie encore, qu'il puisse y avoir une qualité de vie pour la personne. Et on a précisé selon son champ de pratique professionnelle, parce qu'évidemment, si on prend par exemple la douleur, le médecin a un regard particulier sur la douleur et un rôle particulier à jouer. L'intervenant en soins spirituels, il n'aura pas le même rôle que le médecin, mais il y a un rôle aussi à jouer. Donc, chacun peut se situer par rapport à son champ de pratique professionnel. Et là, on a 7 éléments de compétences qui vont être précisés dans la deuxième partie. La deuxième compétence, assurer un accompagnement psychosocial et spirituel à la personne, à sa famille, à ses proches, et ce jusqu'à la période d'agonie, de décès, ainsi que durant le suivi de deuil. Donc, là, on quitte le domaine plus physique de la douleur et de la seule qualité de vie, qui dépasse le physique, bien sûr, mais on va vers accompagner la personne, accompagner la famille. L'accompagnement peut être psychosocial, il peut être spirituel, et on précise que ça va jusqu'au décès et même dans le début du suivi de deuil pour la famille. Ici, on a 11 éléments de compétence. Prochaine diapo. Oups. OK. La troisième compétence, adopter un comportement éthique auprès de la personne, de sa famille, de ses proches, des autres intervenants et de soi-même. Alors ici, c'est vraiment une conception très large de l'éthique. C'est bien sûr les grandes questions éthiques qu'on se pose en fin de vie, arrêt de traitement, etc. Mais c'est aussi adopter un comportement fait d'honnêteté, de franchise dans nos rapports avec la personne, avec la famille, avec nos collègues. Donc, tout ce qui concerne l'éthique de l'intervention en fin de vie. Et le dernier, mais non le moindre, collaborer au travail de l'équipe soignante interprofessionnelle. Et ceci fait d'assurer la planification, la qualité et la continuité des soins, selon une approche palliative centrée sur la personne, sa famille et ses proches. Alors ici, en fait, c'est ce qui permet à différents soignants de différentes professions de travailler en collaboration entre eux et avec la famille pour assurer les meilleurs soins possibles. Alors, compétence 3, 9 éléments, compétence 4, 7 éléments de compétence, ce qui fait 34 énoncés, ce qui nous semble plus raisonnable que les 87 qu'on avait identifiés dans la première inventaire tout à l'heure. Alors, ceci étant fait, ben là, on s'est fait un beau plan pour pré-tester la trousse d'évaluation. Alors, bon, là, je ne vous ai pas parlé des 2 autres outils qu'on a développés, mais on a développé quelque chose pour les gestionnaires de proximité, donc ces gens qui sont près du terrain, mais qui ont un rôle de gestionnaire, des infirmières-chefs, des coordonnatrices de soins, des responsables de programme et tout ça. Et un autre pour les gestionnaires qui sont vraiment à un niveau très macro de la planification. Donc, on était à Montréal et à Chaudière-Appalaches. À Montréal, on a choisi un CIUS, on ne vous dira pas lequel. Dans ce CIUS, on a choisi d'étudier ce qui se passait spécifiquement dans les CHSLD en termes de soins de fin de vie. Donc, il y avait 17 CHSLD dans ce CIUS-là. En Chaudière-Appalaches, on a choisi un 6, je ne vous dis pas lequel. Là, on s'est intéressé aux soins palliatifs à domicile. Il y avait 26 CLSC dans le 6 qui couvrait le grand territoire de Chaudière-Appalaches, qui est un territoire diversifié au plan géographique, si on veut. Il y a des villes, il y a des petites villes, des milieux ruraux, semi-ruraux. C'est un peu pour ça qu'on voulait avoir 2 milieux assez différents dans notre échantillon pour essayer d'avoir des résultats plus contrastés et voir si ça nous apprenait quelque chose sur les besoins de formation. Dans chacun de ces 2 milieux-là, le plan, c'était d'abord recruter des intervenants, on voulait en recruter 30,
des gestionnaires de proximité, on voulait en recruter 15, et des gestionnaires niveau un peu plus proche de la haute direction, on voulait en recruter 5. Et à ces intervenants gestionnaires et gestionnaires de proximité, on voulait qu'ils remplissent un questionnaire en ligne. Je vais vous présenter tantôt le questionnaire pour les intervenants. C'était la même chose dans les deux milieux, exactement le même plan. Ensuite, une fois les questionnaires complétés, on voulait faire des focus group ou des entrevues individuelles auprès des 3 groupes, intervenants, gestionnaires de proximité, gestionnaires, pour un peu avoir un point de vue qualitatif sur le questionnaire. La longueur des questions, le nombre de questions, la formulation, est-ce qu'il y a des choses qui étaient mal comprises, comment on pourrait faire une version encore meilleure de ces différents questionnaires en ligne. Alors ça, tout ça était planifié. Chaudière-Appalaches commençait à aller demander un certificat d'éthique dans le 6 en question. Et ensuite, on devait nous faire je ne sais pas comment on appelle ça, mais le transfert du certificat d'éthique en allant au CIUS de Montréal avec lequel on travaillait. Malheureusement, il est arrivé un petit pépin. Alors, il faudrait que le petit pépin arrive, Joanne. Le voici, la pandémie. Alors, en Chaudière-Appalaches, ils ont eu leur certificat d'éthique. Nous, on a commencé nos démarches, mais là, ça a été plus compliqué d'avoir le certificat d'éthique à Montréal. Ça a tardé un peu. Joanne, en Chaudière-Appalaches, a pu commencer la première étape des questionnaires en ligne, juste avant que la pandémie s'installe vraiment. Nous, la pandémie est arrivée, tout a été bloqué jusqu'à l'été passé. On a finalement eu notre certificat d'éthique l'été passé. Là, on a été voir nos CHSLD qui nous ont dit on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, on est pris dans toutes sortes d'affaires. On vient juste, là, en octobre, de commencer à avoir des questionnaires en ligne qui ont commencé à être remplis. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les résultats qui vont vous être présentés concernent uniquement ce qu'on a pu faire en Chaudière-Appalaches. Alors, le questionnaire pour les intervenants, en gros, voici de quoi il était composé. Donc, on l'appelle le questionnaire d'auto-évaluation de vos besoins de formation en lien avec l'approche palliative. Il y avait des questions socio-démographiques au départ, des questions sur chacune des compétences et finalement des questions sur l'environnement de travail. En fait, c'est des questions qu'on a développées pour les gestionnaires de proximité, mais on s'est rendu compte qu'un certain nombre de questions pouvaient être remplies par les gens de première ligne. Alors, on les a rajoutées à la fin. C'est des questions sur le milieu de travail. Vous allez voir tantôt, on va vous en parler. Alors, je cède la parole à Joanne qui va continuer la présentation. Merci beaucoup, Alain. Donc, comme Alain a mentionné, c'est vraiment des données préliminaires en Chaudière-Appalaches sur nos intervenants en soins palliatifs qui travaillent aux soins à domicile. On en voulait 30, on en a recruté 27. Comme la pandémie est arrivée, comme Alain vient de bien le mentionner, on a recueilli les questionnaires, mais on n'a pas été en mesure de faire les focus group pour aller vraiment questionner les participants pour voir là, comment ça avait été pour la complétion du questionnaire. Ce que d'entrée de jeu, je vais vous dire, puis vous allez le voir sur plusieurs diapos, le questionnaire, il offrait la possibilité de ne pas répondre à toutes les questions. Donc, vous allez voir que les N, là, ça fluctue beaucoup selon les compétences, selon les énoncés de chacune des compétences. Et même dans les données socio-démographiques que je vous présente, là, vous allez voir que les N là, sont toujours là, sont jamais les mêmes. Donc, on avait 27 personnes, majoritairement des femmes. Donc, l'âge moyen est entre 18 et 59 ans pour une proportion plus grande entre 30 et 39 ans. Majoritairement des personnes qui avaient des baccalauréats. Bien sûr que le milieu de travail était majoritairement en CLSC, mais on a eu quand même des personnes, une personne en centre hospitalier, en GMF, puis une autre en CHSLD. On a majoritairement des infirmières, donc
l'équipe interdisciplinaire dans notre petit échantillon est peut-être représentative des soins à domicile, mais en fait, il manque du monde. Selon ce qu'on voulait aller chercher comme données. On leur demandait combien d'années d'expérience qu'ils avaient dans l'établissement et dans le poste actuel. Donc, 14 ans dans l'établissement, 7 années dans leur poste actuel. On peut penser que c'est en soins palliatifs. Tout le monde, on dit, en fait, on leur demandait s'ils avaient une expérience professionnelle avec les soins palliatifs et ou de fin de vie. Donc, tout le monde se disait avoir de l'expérience. On leur demandait, en fait, d'indiquer leur niveau de confort quant aux situations qui nécessitaient une approche palliative. En fait, les participants ont décrit des situations qui nécessitent une approche palliative comme étant moyennement confortable à très confortable. Vous voyez là le nombre de participants. Ensuite de ça, on leur a en fait demandé concernant s'ils avaient eu déjà des formations en approche palliative. Donc 24 en avaient eu, 3 pas du tout. De où ça venait? Est-ce que c'était une initiative de personnel ou de l'employeur? Là, vous voyez que majoritairement c'était l'initiative de l'employeur. Il y a une grande variation donc dans la moyenne du nombre d'heures de formation, donc entre 0 et 100 heures là, dans les 5 dernières années. La durée de formation, c'était très variable aussi, entre 3 et 50 heures. On leur proposait des thèmes, en fait, une liste de thèmes, là, puis il y avait aussi l'occasion de mettre d'autres thèmes qui avaient été abordés pendant ces formations-là. Donc, vous voyez que une majorité était en lien avec la philosophie de l'approche palliative et de l'aide médicale à mourir, et très peu là, concernant les approches alternatives et tout ce qui s'appelle aussi la planification préalable des soins et suivi post-décès. On leur demandait, en fait, la dernière question des données sociodémographiques demande de décrire en quelques mots pour eux c'est quoi l'approche palliative. Donc, vous avez ici, là, il y a 26 personnes qui ont répondu quelque chose en lien avec c'était quoi pour eux autres. Donc, grosso modo, on allait toujours dans l'accompagnement, dans le respect et de la vie, des valeurs, de la douceur, tout ce qui était le respect de l'intégrité, la dignité. Il y avait beaucoup la notion de la personne en fin de vie qui était nommée. Donc, aussi en lien avec, bien sûr, le soulagement des symptômes. Puis, que c'est une approche, donc, où on voit la personne de façon holistique. La façon dont on a choisi de vous présenter aujourd'hui, en fait, les constats préliminaires, en fait, c'est pour nous aider à ce que vous réfléchissiez avec nous. On fait des constats, c'est les premiers constats qu'on fait. Puis, en fait, on aimerait bien à la fin de la présentation, je vais essayer d'aller assez rondement pour qu'il reste du temps, parce qu'on veut vous entendre concernant les premiers constats qu'on propose. Donc, concernant les données sociodémographiques, donc parmi les professionnels sollicités, on voit que c'était une majorité d'infirmières, de travailleurs sociaux. Il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de pharmaciens ou d'autres intervenants là, de l'équipe interdisciplinaire qu'on devrait retrouver en soins à domicile, incluant les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires. On voit que la durée de formation est très variable, puis on connaît pas le type de formation non plus. Est-ce que c'est des conférences? Est-ce que c'est des formations plus à visée pédagogique? D'où viennent ces formations-là? Donc, est-ce que c'est des éléments qu'on devrait ajouter là, dans nos outils, dans cet outil-là du moins? On a vu que les thèmes aussi qui ont fait l'objet de plus grand nombre de formations concernent à la fois la philosophie de l'approche palliative et à la fois l'aide médicale à mourir. Et on voit aussi que les participants parlent de l'approche palliative en termes d'accompagnement dans la phase de la fin de vie. Donc, il y a peu de notion de trajectoire de soins. On proposait, en fait, donc ça, c'était la première section. Dans l'autre section où on commençait là, à parler des éléments de compétences, on proposait comme préambule la définition de l'approche palliative de l'Association des infirmières et des infirmiers du Canada. Pourquoi on l'a choisi? Pour de nombreuses raisons. On les a mis en bleu. Donc, il y avait toute la notion là, de s'intéresser à répondre aux besoins
à toutes les étapes de la vie et pas seulement dans la phase ou la période de la fin de vie. Il y avait toute la notion aussi que cette définition-là, elle n'établit pas de lien étroit entre la prestation des soins et le pronostic, donc de répondre aux besoins selon un pronostic. Donc, on aimait bien cette avenue-là. Et aussi toute la notion d'autonomie de la personne et son autonomie de participer à ses propres soins. Dans cette section-là aussi, quand on parle des compétences, pour chacun des éléments de compétences, il y a toujours 2 questions qui sont posées. À quel point cet élément de compétence-là est essentiel pour offrir une approche palliative de qualité et à quel point cet élément de compétence-là, c'est un besoin de formation important pour vous en ce moment. Donc, je rappelle ici encore que le questionnaire offre toujours la possibilité de ne pas répondre. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir réfléchir là, parce que ça donne lieu à beaucoup d'interprétations. Donc, la compétence 1, Alain vous l'a présenté tout à l'heure. Vous voyez les 7 éléments de compétences qu'on allait valider avec les participants. Donc, ce qui fait que des fois, par exemple, pour cette compétence-là qui s'intéresse plus à la gestion des symptômes, on voit que si on regarde le nombre de personnes qui ont participé concernant l'approche palliative de qualité versus en termes de besoins de formation, on voit que à ce niveau-là, il y a souvent des besoins de formation. On leur demandait aussi, à la fin de chacune des 4 compétences, on leur demande de classer les éléments de compétences par ordre d'importance concernant les besoins de formation. Donc, ici, vous voyez là la façon dont les participants ont classé par importance là, pour cette compétence-là. Donc, en fait, l'importance la plus grande est accordée au fait de participer à l'évaluation de la situation de la famille et des proches. Et la dernière, soutenir la participation de la famille aux soins en respectant les volontés de chacun. Donc, les constats qu'on fait par rapport à cette première compétence-là. Donc, les premiers constats, je pourrais dire, on voit que les participants se sont prononcés davantage sur leurs besoins de formation, donc tout ce qui est en lien avec la gestion des symptômes, que sur les éléments de compétences nécessaires à une approche palliative de qualité. C'est ce que je vous ai partagé là, dans la diapo précédente. Parmi les besoins de formation, les participants priorisent les éléments de compétences concernant l'évaluation de la situation de la famille et des proches, de même que l'évaluation continue de la gestion de symptômes, ce qui est assez fréquent, en fait, ce qui fait du sens. La deuxième compétence qui s'intéresse plus à assurer un accompagnement psychosocial et spirituel. Encore là, vous avez 11 compétences qui commencent par créer et conserver un climat de confiance avec la personne jusqu'à soutenir activement la famille et les proches dans la période immédiate. Donc, vous voyez la participation pour chacun des éléments concernant l'approche palliative de qualité. Et aussi, en termes de besoins de formation, est-ce que ces éléments de compétences-là sont importants pour les participants? Donc, l'ordre d'importance aussi ici a été, je vous fais juste remarquer que ici, pour la plupart, on est aux alentours de 21 participants. Donc, on reste quand même assez constant dans le nombre de participants. Puis là, on perd des membres quand on arrive à l'ordonnancement concernant l'importance. Et je vous fais remarquer aussi que tout à l'heure, dans la première compétence, on avait un petit peu plus de monde qui ont répondu. Là, on est rendu avec 19 personnes qui ont répondu. Je vous ferai pas la lecture de ça. Si ça vous intéresse, vous y avez accès de toute façon ultérieurement. Mais ce qu'on peut en tirer actuellement comme constat, donc il y a plusieurs éléments de compétences qui sont rapportés comme étant essentiels ou extrêmement essentiels par les participants pour offrir une approche palliative de qualité, mais pas en termes de besoins de formation prioritaire. Par exemple, intervenir en situation de crise psychosociale ou spirituelle, soutenir la personne, sa famille et ses proches dans la recherche de sens et dans l'expérience de la fin de vie, qui sont des éléments de compétences rapportés, qui sont essentiels, mais pas en termes de besoins de formation.
Valoriser la mise en œuvre de rituels qui sont personnalisés ne semble pas contribuer, selon nos participants et selon l'interprétation qu'on peut en faire, à une approche palliative de qualité. Donc, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que les besoins de formation sont en lien avec le rôle professionnel? Par exemple, est-ce que les infirmières, quand on parle de recherche de sens et de spiritualité, est-ce que pour elles, c'est important ou elles voient ça comme étant le rôle de l'intervenant en soins spirituels? La compétence 3, encore ici, vous voyez les 9 énoncés avec le taux de participation qui est de moins en moins, en fait, grand, plus on avance dans les compétences. Et l'ordre d'importance des éléments, on est rendu ici à 17 personnes qui se sont prononcées. Donc, qui vont de s'assurer que la personne, sa famille et ses proches comprennent les éléments de leur situation pour prendre une décision, jusqu'à un élément de compétence qui s'intéresse à préserver l'intégrité physique, psychologique et morale et prendre soin de soi en tant qu'intervenant. Ce qu'on fait comme constat, en fait, pour cette compétence-là, il y a une moins grande participation aux questions sur les compétences de nature éthique. Donc, comme je vous dis, plus ça va, plus on perd des joueurs. Est-ce que c'est par manque d'intérêt? Est-ce que c'est parce que le questionnaire est trop long? Est-ce que, donc, il y a toutes sortes d'intérêts. Est-ce que c'est parce qu'aussi on laissait la possibilité de ne pas répondre? Donc, tous ces éléments-là, ce sont des constats qu'on fait actuellement. Donc, on constate aussi que bien qu'il y ait plusieurs éléments de compétences qui sont considérés comme essentiels ou extrêmement essentiels pour offrir une approche palliative de qualité, c'est souvent pas en termes de besoin de formation. On observe aussi que préserver son intégrité et prendre soin de soi en tant qu'intervenant, parce que on parle pourtant beaucoup de fatigue ou d'usure de compassion là, en soins palliatifs. On dit que c'est un élément de compétence qui est jugé essentiel, mais pas en termes de besoin de formation. Donc, on a des réflexions à faire par rapport à ça aussi. La dernière compétence, donc, qui s'intéresse vraiment à la compétence de collaboration interprofessionnelle. Encore ici, 7 éléments de compétences qui vont de intégrer la philosophie de l'approche palliative à ses valeurs personnelles et professionnelles à être en mesure de communiquer adéquatement les informations dans une perspective de collaborer, en fait, avec nos collègues. Ici, vous voyez qu'en termes de besoins de formation, pas beaucoup de participants considèrent ces éléments-là. En fait, ils les considèrent comme extrêmement essentiels, mais peu ou pas importants en termes de besoins de formation encore ici. L'ordre d'importance, donc, par les participants. Encore ici, on perd des joueurs. On a 16 participants qui ont ordonnancé les éléments de compétences. Ce qu'on en tire actuellement comme constat, donc, pour la collaboration interprofessionnelle, tout comme pour la compétence en éthique, il y a une moins grande participation à ces questions-là. Donc, on peut se poser toutes sortes de questions en lien avec ça. Pourquoi c'est important pour offrir une approche palliative, puis pas en termes de besoin de formation. On voit aussi que, bien que les participants vont considérer comme essentiels encore ou extrêmement essentiels plusieurs éléments de compétences, moins de 50% rapportent avoir des besoins de formation liés. Donc, nous, ça nous pisse. Ça nous pisse, en fait, peut-être aussi qu'il faudrait revoir, comme je dis, la façon dont les libellés sont faits. Peut-être que le questionnaire est long. Peut-être que nos questions pourraient être plus explicites. Donc, c'est tous des éléments qu'on veut aller valider en faisant les focus group et les entrevues à venir. Dans la dernière, à la suite des questions qui s'intéressaient aux compétences, on a mis des questions, là, puis Alain l'a précisé tantôt concernant l'environnement de travail. Donc, on est revenu avec, en fait, le lieu de travail qui était majoritairement en CLSC, le type de clientèle, majoritairement des personnes âgées, clientèle adulte, les situations qu'ils rencontraient dans leur travail qui nécessitaient une approche palliative. Là, ici, c'était un peu bizarre, les réponses, dans le fond, parce que 13 sur 18
étaient dans des situations qui nécessitaient cette approche-là au moins une fois par semaine. Puis il y avait aussi dans les choix de réponse plus d'une fois ou plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est, en tout cas, il faudra creuser là. Donc 4 sur 18, 1 à 2 fois par mois, puis une personne sur 18 quelques fois par année. Donc il y a peut-être ici des éléments de réflexion. Concernant les priorités, on leur demandait quelles seraient les priorités de votre établissement pour améliorer la qualité de l'approche palliative. Et là, en fait, là, vous voyez là tout ce qui est en termes de ressources matérielles et humaines, toute la notion de d'accessibilité aux médecins de famille à domicile, c'est vraiment pas toujours facile, en tout cas en Chaudière-Appalaches, qui devrait avoir un médecin de garde en tout temps. On parle d'une meilleure formation de tous les intervenants, donc en soutien à domicile, mettre en place un programme de formation en soins palliatifs, démystifier tout ce qui est l'approche palliative, des niveaux de soins, donc puis d'améliorer les pratiques collaboratives avec les autres intervenants. Quand on leur demandait, selon vous, quels sont les obstacles les plus fréquents à l'établissement d'une approche palliative de qualité dans votre secteur, donc là, on avait encore ici des éléments de manque de personnel, de temps. Il y avait aussi au même niveau, à égalité, là, manque de connaissances et de compétences professionnelles. Donc, ce qui nous a amené à faire d'autres constats. Les participants mentionnent qu'ils travaillent au soutien à domicile et qui interviennent lors de situations nécessitant une approche palliative, mais pas très souvent, en tout cas en termes de fréquence par semaine. Des obstacles concernant des difficultés de communication avec la personne, la famille, les proches. En fait, on parle encore que l'approche palliative, c'est un sujet qui est tabou. Donc, rapidement, on voulait faire une discussion plus en termes de constats qu'on a fait et de vous entendre, en fait, qu'est-ce que ça sonne pour vous autres, là, ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, il y a toute la notion par rapport au questionnaire. Est-ce que il devrait avoir une obligation de répondre à toutes les questions versus la liberté de répondre ou pas? Parce qu'on voit que plus le questionnaire avance, moins les participants répondent. Est-ce que tout à l'heure, Alain a parlé là qu'on on est vraiment allé dans la littérature pour voir c'était quoi, combien de questions en fait on devrait prendre en compte dans le questionnaire là, pour s'assurer d'un meilleur taux de réponse. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que, surtout, est-ce que les intervenants qu'on voulait ont eu accès au questionnaire entre autres via le courriel, parce que est-ce que tout le monde qu'on veut avoir, est-ce qu'ils ont un courriel, ils ont accès en milieu de travail ou ils ont un courriel lié au travail versus personnel. Donc, si nous, on demande de faire suivre le questionnaire au gestionnaire de proximité, ben est-ce que les personnes à qui ils font suivre, ce n'est que des personnes qui ont une adresse en lien avec l'établissement? Donc, en fait, est-ce qu'on rejoint tout le monde qu'on veut rejoindre? Est-ce que c'est cette stratégie-là de recrutement est-ce que via questionnaire, courriel, est-ce qu'on pourrait aller solliciter, par exemple, nos préposés aux bénéficiaires, nos infirmières auxiliaires? Est-ce qu'il y a une autre façon d'aller les solliciter? Donc, on lance ça un peu dans l'univers. Par rapport aux résultats préliminaires, en fait, quand on dit que tous les participants ont de l'expérience en soins palliatifs et de fin de vie, on pourrait se demander on pourrait qualifier, en tout cas, cette expérience-là. Qu'est-ce que c'est avoir de l'expérience en soins palliatifs et de fin de vie? Donc, bien sûr que les besoins de formation actuellement dans notre petit échantillon là, vont beaucoup avec la gestion des symptômes. Être en mesure d'offrir un accompagnement psychosocial, spirituel est essentiel, mais pas prioritaire en termes de besoins de formation. L'adoption d'un comportement éthique, collaboration interprofessionnelle sont essentielles selon les participants pour une approche palliative de qualité, mais sembleraient pas prioritaires en termes de besoins de formation. Donc, la suite du projet à court terme, en fait, Alain vous l'a bien mentionné tout à l'heure, il nous reste encore là à travailler là dans le CIUS de Montréal. En Chaudière-Appalaches aussi, là, il faut aller solliciter là, nos groupes de gestionnaires de proximité et de gestionnaires.
Donc, on veut faire ces entrevues de groupe vraiment pour évaluer l'appréciation puis surtout la pertinence des outils. Puis à faire la présentation aujourd'hui puis à aller fouiller dans les résultats, là, nous, on a fait plein de constats déjà. À moyen terme, c'est ça, suite à ça, c'est de revoir les outils en fonction des résultats qu'on va avoir eu, des commentaires. Puis à long terme, bien sûr, on aimerait faire une demande de subvention pour de plus grande envergure pour évaluer les besoins de formation au Québec, puis faire des recommandations, puis envoyer notre petite boîte, en fait, à outils dans les CIS et dans les SUS pour qu'ils soient en mesure de l'utiliser. Donc, voilà, ça fait le tour de notre présentation.